We all agree or disagree? Mr. President. Can you speak in the mic, please? No, speak here. Oui. Yeah? No, it's okay. It's okay. Speak, we can hear. We can hear, yeah. Speak here. Understand me? I am completely embarrassed because I brought some words to say. I would like to do this. Yes, Mr. President. Can you want to make a statement? Please. 2 minutes. 2 minutes? 2 minutes, Mr. President. I know you are a president, but here we are all equal. If you don't mind, I hope you don't mind. This is civil society organization. For a moment, we are bosses. Bon. Please. Bon. Monsieur le Président, Madame, do you understand me? Yes. Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur Mohamed Ibrahim, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à féliciter et à remercier le président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, pour l'heureuse initiative et l'excellente organisation de cette seconde édition du Forum de Paris sur la paix, ainsi que pour l'accueil chaleureux et les attentions dont ma délégation et moi-même avons bénéficié depuis notre arrivée. Qu'il me soit également permis d'exprimer mon appréciation à la Fondation Mo Ibrahim et à son président pour son engagement en faveur de la promotion de la bonne gouvernance, du leadership et du développement en Afrique. En effet, le prix Mo Ibrahim et l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine se sont imposés au fil du temps comme des références internationales dans l'évaluation du leadership, dans la promotion de la bonne gouvernance et la transparence sur le continent africain. Et je voudrais également remercier les organisateurs de ce forum pour l'honneur qui me choisit de prendre la parole dans le cadre de ce panel de grande importance dont le thème est, vous le savez, reconnaître le Sud pour une gouvernance mondiale plus équilibrée. Cette thématique sur laquelle nous débattons est actuelle et pertinente. Elle nous donne l'occasion d'évaluer notre action collective à l'aune des nobles idéaux de paix, de sécurité, de stabilité, de respect des droits de l'homme et de prospérité durable que nourrissaient les pères fondateurs de l'ONU pour mieux appréhender les multiples défis du moment dans un monde si trouble et en profonde mutation. En effet, la conjoncture actuelle est marquée par de nombreux défis et incertitudes qui réduisent progressivement notre capacité à répondre collectivement et de façon plus adéquate aux menaces à la paix et à la sécurité internationale. Les modes de régulation en vigueur déséquilibrés au profit des acteurs les plus puissants ne confèrent pas à la gouvernance mondiale une réelle légitimité. À cela s'ajoutent les multiples conflits aux conséquences humanitaires désastreuses, l'insécurité alimentaire, l'extrême pauvreté croissante, les atteintes aux droits de l'homme et à la démocratie, les changements climatiques, etc. Le monde aujourd'hui semble perdre sa vocation à protéger les plus vulnérables, à promouvoir une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive et à fonder entre les nations une véritable communauté de destin. En outre, la montée en puissance du populisme et de l'unilatéralisme, couplée à un pessimisme grandissant relativement à la capacité des Nations Unies à apporter des réponses adéquates aux problèmes des populations et aux crises aiguës,
qui menacent la planète font douter de la pertinence de cette organisation dans un monde en proie de nombreux bouleversements. Devant l'inefficacité... Allow me, I think because of time, you say something here about international organizations. Yes. Alors, je veux... have a discussion. Oui, alors pour les organisations internationales, j'ai quelques idées. Nous pensons qu'on doit poursuivre la réforme du Conseil de sécurité et porter le nombre à 26, dont 2 États avec bois de béton, 2 États permanents. Do we all agree that really, as a South, we are not well represented in this international forum? Sorry, in this international forum, whether it is the World Bank, the IMF, the United Nations, is that the general view among you, representative of the South? Hassam. Thank you very much. This is very, very important because we need to differentiate between the political and the socio-economic. In the political, it is obvious that the South got a bad deal. We're still living in the aftermath of World War II, as you said, and as the President said. Yeah. There is a need to reform the Security Council, and everybody agrees to it, only they don't agree on how to do it. This is a crucial matter. But on the socio-economic, the South is not getting a bad deal. The South has united in the group of 77, at least in the United Nations. It is obvious that the South has managed to pull itself together, to be able to form a force that is recognized in all international negotiations. And it is obvious also that in, like, for instance, the negotiations on climate change, we have China and India, both giants of the South, that have imposed themselves as serious and indispensable players in all this equation. In the socio-economic, it is different than the political. Everybody looks at the political and security because obviously it affects the lives of people too, and conflicts. But in the socio-economic, we have room to improve. We did a lot, but we have a lot to do still. The only remaining thing is, do countries still believe in multilateralism? And here I want to address a point that was raised by President Macron earlier this morning when he spoke about the multilateralism of the future. Are we talking about existing structures or are we talking about new structures? Are we talking about all-encompassing structures like the United Nations or smaller structures that will respond to specific issues like climate change, for instance, or terrorism, or threats of epidemic disease? Yeah, thank you very much. But here is one question, really. Do we also live up to the standard we expect from our partners from the North? What's happening in our own organizations, the African Union, the Francophonie, the Asian groupings and communities? What about the South-South organizations? Do we have democratic organization? Are we able to resolve our conflicts peacefully? Are we moving forward ourselves? Oui, effectivement, moi je pense que l'injustice du club des décideurs de ce monde ne doit pas nous distraire du travail important que nous devons faire malgré tout. J'ai siégé pour le compte de mon pays au Conseil de sécurité en 2013-2014 et je dois dire que l'inclusion du Sud, la prise de décision par nos pays du Sud, elle va tarder à venir. Est-ce que ça veut dire que nous devons alors nous asseoir et attendre qu'on nous mette des chaises autour de la table? Je ne crois pas. Je pense que nous avons un champ d'action immense, que ce soit entre nous les pays du Sud
On a encore beaucoup de travail à faire, ça a commencé, mais aussi de maximiser toutes les opportunités qui s'offrent à nos pays. C'est pas parce qu'un pays se retire de l'accord de Paris que dans mon propre pays, je dois arrêter la forestation, que je ne dois pas m'occuper de la mitigation des effets dans mon propre pays. Donc je pense que le champ est ouvert pour prendre toutes sortes d'actions qui vont nous faire avancer en tant que le bloc qui s'appelle le Sud, mais la planète tout entière. Les injustices sont là. Is it work in progress? C'est sûr, c'est sûr. Mais moi, ce que je regrette, c'est que on pourrait faire beaucoup plus entre nous, les pays du Sud, et surtout par rapport à notre relation Nord-Sud. Je pense que le Nord pourrait aussi aller de plus en plus vers les pays du Sud, les consulter, prendre leur point de vue, échanger, surtout sur des questions qui concernent la sécurité mondiale. Mohan, you run a think tank in India concerning with dialogue south to south. Are you having a dialogue with your neighbor in Pakistan? Or are you guys going to go to war or what? Well, I think we are in dialogue. We've still got an embassy there. The channels of communication open between the two countries. We have done something day before yesterday, which was to open a corridor for pilgrims of both countries. It's called the Kartarpur Corridor. So there are some confidence-building measures in progress. But coming back to the subject, I agree with what Louis says, and I want to build on it. If you see the International Solar Alliance that India and France launched at the Climate Change Summit in 2015, I cannot think of a more important South-South cooperation mechanism than the International Solar Alliance, which now has got about 50-60 countries which have ratified the International Solar Alliance. So I would say South-South cooperation is work in progress, so I agree with you, but I would also say rapid progress has been made in the last 5 years. My main mantra for South-South cooperation would be don't allow bad politics to trump good economics. That should be the mantra. It applies to all countries of the South. Don't allow bad politics to trump good economics. What we need is good, solid economics. And we need good governance in our countries, of course. So I do believe I wouldn't be very pessimistic about South-South cooperation. Hussam, you are in the Arab League. Your neighborhood is very complicated. You guys are fighting each other. So what's happening there? What is cooperation between members of your league? We see problems in Libya. We see Arab countries fighting on one side, other Arab countries fighting on the other side. Problems in Iraq, problems in Syria, problems in Lebanon, problems everywhere. We see Qatar here, we see Saudi Arabia there. When are you going to sort your act out? It's a tough question. I don't know if that is going to be anytime soon. It's a difficult neighborhood, as you said. It's full of problems, and unfortunately, it is also prone to external intervention. People or countries that have vested interest in this, in our region, and they try to advance their agenda. Unfortunately, it makes the security situation very, very difficult. But this is not to say that we do not have other problems at the level of governance, at the level of respect of democracy and human rights. We recognize that. But we also try to make at the level of the Arab League I'm talking about, we're trying to make a difference, as I said earlier, between the very difficult and challenging political security situation on the one hand, and what we can achieve in terms of socio-economic progress. I give you one example. Last week in Cairo, in our headquarters, we had just agreed, the ministers of energy of the Arab world had just agreed on the final touches on what they call the Arab Common Market for electricity. It's an old idea that has been there for a long time.
and it will be implemented. That includes all Arab All Arab countries countries. or your friends only? No, Guys? all Arab countries. Okay, no hanky-panky. And no, not at all. And it's technical. It's not even political. Not political at any level. Okay. Which is a good example of how countries can get together in the socio-economic and try to make a difference. It's not easy, I tell you, and you know that, and you belong to that. I come from Sudan, yeah. So Yeah. you know how challenging it is. But we try to make this difference between the political security, which is extremely challenging, and the other issues. This is one example. It's a positive example. We have many. We do not have time to explain them, but this is just to tell you. Mr. President, it's very interesting we're talking about peace and cooperation between South and South. How about peace and cooperation within a country? I was very delighted to hear that you start to talk now with those guys in the north, and that is really overdue. Do you hear me? Can you translate the question, please, to him? We now have a problem between, in the north of the country, English-speaking, and the French-speaking part of the country, and they have been fighting. Alors, il demande par rapport à l'application de cette collaboration intra-nation à l'intérieur d'un même pays, faisant référence aux difficultés que votre pays connaît entre les différentes communautés. Est-ce que ça s'applique aussi au niveau d'un même pays? Oui, c'est difficile à dire l'histoire de mon pays. L'histoire de mon pays, Monsieur le Président, est compliquée. Nous avons été d'abord colonie allemande, ensuite, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu ses colonies et celles-ci ont été partagées entre la Grande-Bretagne et la France. Et mon pays a été divisé. Une partie était sous colonisation britannique, l'autre sous colonisation française. Il a en résulté une juxtaposition de culture et de civilisation qui rendent les choses assez délicates. Bon, on a tout fait pour mettre à égalité les deux langues, les langues anglaises et françaises, mais les mentalités, le système scolaire, le système de la magistrature sont différents. Nous avons donc eu des conflits qu'on est en train de résoudre en ce moment pour conserver à la partie de mon pays qui était sous colonisation britannique un statut spécifique. Mais il reste dans l'unité de la nation. C'est ça le problème que nous avons à résoudre. On avait la possibilité de les intégrer directement dans le système francophone, qui était celui de la majorité du peuple, 80%. Mais je crois que les pays sont soucieux aujourd'hui d'affirmer leur identité. Et c'est pour ça que nous mettons sur pied un statut spécial qui reconnaît la spécificité de la zone anglophone, mais elle reste dans l'intégrité territoriale du Cameroun. Ça donne beaucoup de problèmes. Please, if you, we understand, please put. Oui. Oui, ce que j'avais encore à ajouter, c'est. Vous pouvez le prendre, c'est bon, vous avez le volume ici sur le côté. C'est ça. Le canal, c'est le. Bon, merci. I'm sorry we're struggling with the technology here, but we will be with you soon. Vous le laissez bien visible. Ah bah, vous qui soit là. Tac. Bon, je voulais simplement ajouter que cette volonté de réforme qui a surgi dans la communauté internationale concernant le Conseil de sécurité, nous voulons la voir agir aussi dans les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire, la Banque mondiale, parce que ces institutions ont été créées
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde a changé depuis. Il faut tenir compte des nouvelles entités qui participent maintenant à la vie internationale. Et je pense à l'Afrique. Et donc, nous Yeah. Yeah. demandons de réformer Dieu. Thank you very much, Mr. President. We are delighted that you start to talk with the English-speaking guys. There's no problem. Some people won't speak English. They can speak English. Yeah. You know, some of us are occupied by France, who speak French. Some occupied by Portugal, who speak Portuguese. But that should not divide between us. And we are really delighted that I hear from my sister that you're starting dialogue. That's much better than bullets. So we encourage really that continue. Minister, you wanted to say something. Merci, Monsieur le modérateur. Nous sommes ici maintenant discuter quelle serait la place des pays du Sud dans la gouvernance mondiale. Nous savons aussi que jusqu'ici, malgré les efforts des pays du Sud pour qu'il y ait un partenariat plus honnête, plus égalitaire entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc, le problème de savoir, de la fin de ce forum, quelle serait la place du Sud dans le gouvernement mondial, Je pense qu'il y a le SNA, Sustainable Development Agenda des Nations Unies 2015-2030. J'espère que d'ici là, dans 15 ans, les du Sud, sans parler des pays émergents, comme le Mexique, la Chine, l'Inde, etc. Les pays du Sud, je parle du Sud sans les pays du Sud, sans les pays émergents, bien entendu. Quelle serait la place des pays du Sud dans 15 ans, d'ici à 2030, après la fin de la SNA, le Sustainable Development Agenda des Nations Unies, où les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis aux Nations Unies l'année 2015 pour avoir ce SNA. Que ferait donc les pays du Sud d'ici là, en 2030, pour que dans le partenariat entre le Nord et le Sud, qu'il y ait moins d'inégalités. Prenons par exemple le Fonds monétaire international, et la Banque mondiale, dans lequel le vote est toujours prioritaire pour les pays qui contribuent le plus, tandis que les pays du Sud n'ont pas une voix prépondérante dans ces deux organisations. Malgré que ces deux organisations mondiales aident beaucoup les pays du Sud, mais quand même pour le vote qui entraîne tous les pays membres du Fonds monétaire international, membres de la Banque mondiale, n'ont pas le droit de vote, ça dépend des pays seuls. Donc je pense d'ici là, il y aura une prise de conscience, non seulement des pays du Sud, mais des pays du Nord, pour que dans le We all agree with that. Yeah, we all agree that the South has a bad deal. We're not really well represented in the international organizations. Every now and then you're going to pick up a brother or a sister, like put Kofi Annan in the United Nations or put our sister in the head of the Francophone to pretend that we have a space for our people. But that is not representative really. I think we all agree with that. I have just one question. I heard the Vice President of China here saying this morning that China is a developing country. By your definition, then it will be part of the South. But China is the second or maybe the first largest economy in the world. Do you think China is part of the South or by your definition will be part of the North? So that's a tough one. And my answer is, I think the jury is out. And I think China is making a transition. You are a real diplomat, aren't you? No. China is really making a transition. And I think in 5 years' time, it would be very, very hard, if not impossible, to describe China as belonging to the South. I mean, you can do it now because they still have some distance to go in terms of per capita income. It's edging to $10,000. And any economist will tell you that $10,000 is a kind of a rule of thumb. And you can no longer, I mean, China's per capita income is much better than some of the EU members. Let's be honest. It's better than Bulgaria, for example. So frankly, I think it will be difficult in some time to call China as belonging to, but that's my personal view. Right. And even if you look at it objectively. What Arabs think? Listen, this is also a difficult question, but you have to resort to the Chinese. The Chinese say that as long as there is poverty in China, as long as there are pockets of
less development in China. There is They- poverty in U.S. There are people starving in Well, U.S. as that's- well. Do you know that? Absolutely, but this is how they see their own country. And their vision is, as long as we have those pockets, as long as we have people underdeveloped or in poverty, we cannot call ourselves anything but. That's what you say. What do you say? No, I don't think they are underdeveloped or in the but they belong to the south in terms of Geography. No. In terms of principles, the principles they have defended, the positions they have taken, in solidarity with The South. makes them much closer to the south than Ideologically. ideologically. Yes. Our sister from Africa. What Africa thinks of China? Je pense que la Chine et l'Afrique ensemble, c'est une belle proposition. Je pense que aujourd'hui la Chine est un pouvoir incontournable sur plusieurs points. D'ailleurs, moi personnellement, je trouve que la Chine, qui se définit comme un pays du Sud, c'est un signe d'humilité. Ce n'est pas une mauvaise chose, même si on sait très bien que la Chine aujourd'hui, c'est un grand pouvoir sur le plan géopolitique, sur le plan économique surtout. Mais moi, ce que j'aimerais voir, puisque plus de la moitié de nos membres votants de la francophonie sont des pays africains, ce que j'aimerais voir plus, c'est une meilleure préparation de l'Afrique à cette relation avec la Chine. La Chine est bien préparée, elle a son plan, elle a sa stratégie, mais j'ai l'impression des fois que nos pays africains ne sont pas aussi bien préparés à cette relation. Sinon, je crois que l'Afrique gagne avec la Chine. Je crois que la Chine est aussi présente en Afrique qu'ici en Europe et ailleurs. Et je crois que c'est une question de gestion de la relation. Again, a foreign minister's type of answer. Yes, maybe. Can I ask Mr. President, what's your answer to this question? Can you please ask him in French if he... Eh bien, monsieur le modérateur, mon pays, le Cameroun, a d'abondantes et excellentes relations avec la Chine, qui intervient dans le domaine les plus divers, infrastructures, barrages, etc. Bon, mais quand on discute avec les autorités chinoises, elles nous disent que leur pays est un pays en développement. Bon, dans une certaine mesure, on peut agréer cette qualification parce que quand on compare le revenu national par habitant du chinois et celui des grands pays du G7, on voit qu'il y a encore de la distance. Donc, ils n'ont pas tout à fait tort, mais je crois qu'ils sont en train de sortir du sous-développement à grands pas, puisqu'ils sont la deuxième puissance mondiale. Et je crois que ce n'est pas seulement le Cameroun, mais la plupart des pays d'Afrique entretiennent des relations de coopération économique et efficaces avec la Chine. Nous souhaitons que... Well, it's fine. Il passe autant. Well, so the Africans and even the Arabs think that maybe we should, Jejour is out. You are a neighbor of China. What Cambodia think? Is China part of the South, or China moved now to join the other camp? C'est bien. C'est une bonne question, monsieur le modérateur. Je pense que quand on parle du pays du Sud, il faut certainement, quand on parle de la Chine, exclure la Chine des pays du Sud. Bien que géographiquement, la Chine est dans le Sud. Mais il faut dire que la Chine est un pays émergent, éminemment émergent. Donc on ne peut pas dire que la Chine, si on peut faire plus partie des pays en développement. Mais la Chine est déjà au-delà du pays en développement.
Donc je pense que la Chine ne fait plus partie du Sud. C'est pourquoi que quand j'ai parlé des pays du Sud, je fais exception pour les pays émergents, dans lequel se trouve la Chine, bien entendu. Merci, M. le Président. Well, thank you for being very, very clear. I would like to invite any questions from the audience because I don't think we have much more time. Who's managing us time-wise here? Okay, you go ahead. Bonjour. Ça marche ou pas? Oui, bonjour, merci beaucoup à tous. Merci Monsieur le Président, merci à vous. J'avais une question pour continuer sur la Chine. Que pensez-vous de la Banque d'infrastructure et d'investissement asiatique? Est-elle un pilier potentiellement pour contrecarrer la position dominante de la Banque mondiale et du FMI? Et peut-être que d'autres initiatives de ce type se créeront dans d'autres pays du Sud. J'aimerais que vous puissiez commenter la création de cette banque d'investissement par la Chine plus récemment. Merci à vous. Right. Who is going to answer to this one? Who? We can all do that. Okay. Okay, go ahead. So I think it's an excellent question. And my answer is that if the existing institutions which came into place post-World War II don't accommodate the South, you're going to have such initiatives. I mean, take G20. It is basically because the G7 or the G8... I think the answer is clear and accepted. We will ask for another question. We need to give more people the chance. Yes, that's clear answer. Please. Thank you so much. I'm called Kiza Saddam Hussein from Uganda. I'm an attorney. My question, I'd love to go to the panel, but most importantly, Mrs. Mushikiwabo. We understand that Africa is rising and the population is equally rising. And we know the law of UN Security Council to solve global conflicts. And Africa has been home to many civil conflicts where definitely the Security Council has mediated or solved those conflicts, and others are still continuing. So do you think the composition of Security Council does not really accommodate real representation, inclusive representation in solving global conflicts, because we don't see Africa as a continent represented on the Security Council, and do you think should be changed so that we have a permanent representation? Thank you. Louise. Eh bien, moi, je pense que le fait que l'Afrique ne soit pas représentée au Conseil de sécurité ne doit pas être une excuse pour l'Afrique pour rester dans le conflit. Je crois que c'est une question d'intérêt de nos pays pour nos populations. On ne va pas attendre que les pays africains siègent comme membres permanents pour pouvoir s'occuper des conflits sur le continent africain. Mais ceci dit, effectivement, le gros du travail du Conseil de sécurité en termes de conflits, c'est sur l'Afrique, à presque 70%. Donc c'est une injustice, mais ceci dit, je crois que l'Afrique doit s'occuper de ces conflits, doit arrêter les conflits, doit aller à la médiation pour les conflits, sans attendre que le Conseil de sécurité permette à l'Afrique de s'asseoir autour de la table. Okay, Louise, thank you. I think you gave the answer. We have one last question. I see. Please. Okay, go. Oui, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je voudrais poser deux questions. La première question, c'est pour... Only one question. Okay, only one question. Only one question, ok. Ok, nous avançons beaucoup avec la révolution digitale aujourd'hui dans le monde, et l'Afrique est à son point culminant pour accéder à cette ressource
qui est une ressource principale. Mais nous avons des problématiques. Nous venons de lancer l'Observatoire panafricain du numérique et du digital. Mais comment on va faire avec la francophonie, avec les fondations comme Mobrahim, pour créer un système de hub des universités, pour qu'on puisse faire la promotion de la démocratie au niveau déjà des enseignements qu'on donne aux enfants, pour qu'ils puissent se mettre à la page pour lutter contre la cybercriminalité demain et les fake news qui arrivent, parce que la formation est l'outil nécessaire pour qu'on bâtisse ça. Donc moi je lance un appel avec... Sorry, question, what's the question? Question. Thank you. Thank you. Question, no statement. The question is qu'est-ce que la francophonie et la fondation Mobrahim comptent faire pour les écoles dans les formations, pour qu'on puisse amener les écoles à enseigner la démocratie et la citoyenneté, pour qu'on puisse échapper à tout à fait cette guerre de la cybercriminalité prochainement. Who should answer this question? It's a question for you. No. I'm the moderator. Nobody asks me. I answer questions. You guys need to work. Which one of you would like to? You are eloquent. You go ahead, our sister Louise. Merci. Je pense que c'est une question qui a beaucoup de sens. C'est aussi une question qui concerne, au-delà de la fondation Mo Ibrahim ou de l'organisation que je représente, la francophonie, c'est une conscience nationale surtout. C'est une conscience nationale. Nous, à la francophonie, dans le travail que nous avons entamé dans le domaine du numérique, effectivement, nous comptons réveiller les consciences dès le plus jeune âge sur les dangers qui guettent ceux qui sont déjà engagés dans le domaine du numérique. Mais bon, écoutez, les fausses informations, les fox ne sont pas nouveaux. Je pense que ce qui est nouveau, c'est la capacité de propager les fausses nouvelles. Mais pour moi, c'est un effort collectif. Au-delà de la francophonie, c'est les États eux-mêmes dans le système éducatif, mais c'est aussi nous tous, c'est la fondation, c'est la Ligue arabe, c'est un effort collectif. Well, thank you very much. With this, we come to the end of this discussion. We could have had more time, but I'm told that it's finished. I would like really to thank Mr. President, His Excellency, and all our good friends here for the frank and honest discussion. Thank you very much.